fait, c'est le premier ouvrage d'une nouvelle collection des éditions Kilika, qui est une collection qui s'intitule Essai historique. Donc ici, on n'est pas dans le roman, on est dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai voulu faire par rapport à cet épisode qui est assez tragique de l'histoire non seulement du Pays Basque, mais de toute la France et de toute l'Europe à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle. En fait, depuis quelques décennies, il y a une espèce de fantasme sur les procès de sorcellerie, sur l'image de la sorcière, une image qui a été récupérée pas mal par les milieux féministes, mais en dénaturant complètement l'histoire véritable de ces procès qui débutent en gros au milieu du XVe siècle et qui vont se poursuivre jusqu'aux années 1680. En fait, je me suis attaché à faire ce que Marc Bloch appelait un peu le travail de détective, de policier presque, par rapport à l'histoire. Le métier d'historien, c'est un métier rigoureux, c'est une science, l'histoire, et parfois, malheureusement, cette histoire, elle est faite par des gens qui n'ont pas peut-être toute la formation, tous les éléments pour la mener à bien. Donc, ce que je me suis attaché à faire, c'est d'essayer, au travers de cette affaire des procès basques de 1609, que je connais bien depuis longtemps, c'est d'essayer de voir exactement ce qui s'était passé dans ce Pays basque de 1609. Depuis quelques années, en fait, on essaie de faire croire, quelque part, que l'épisode de la chasse aux sorcières au Pays basque est un épisode qui était vraiment purement basque et qui était destiné à lutter contre les libertés basques, contre le peuple basque, contre les femmes basques, etc. Et ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est que, en fait, ces procès s'inscrivent tout à fait dans une histoire beaucoup plus longue et une histoire beaucoup plus large que le Pays basque, puisque, comme je l'ai dit en introduction, en fait, les procès de sorcellerie, qui naissent en gros entre 1420 et 1450, un peu partout en Europe, depuis la Scandinavie jusqu'en Pologne, jusque, bien sûr, en Espagne, en Italie, etc., vont toucher le Pays basque. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, à cette époque-là, au début du XVIIe siècle, le Pays basque, comme beaucoup d'autres régions en Europe, est touché par une espèce d'épidémie de croyance en la réalité des sorcières et au sort, bien sûr, qu'elles font, notamment ici, par rapport aux tempêtes qui peuvent s'élever. Et on sait combien le poids de la mer au Pays basque est important à cette époque-là. Donc j'ai essayé de recadrer un peu tout ça. Alors c'est une histoire singulière, cette histoire des chasses aux sorcières au Pays basque, parce que, eh bien, nous n'avons qu'un seul document qui parle de cette affaire, et c'est un document particulier puisqu'il a été écrit par le juge qui a officié à cette époque-là dans le Labour, en 1609, pendant 4 mois, 4-5 mois. Ils arrivent avec son compère qui est président du Parlement de Bordeaux, donc au début du mois de juillet 1609. Ils vont partir au début du mois de novembre. Et entre-temps, eh bien, il va y avoir toute une série de poursuites qui vont se faire. Alors ce que les gens croient souvent, et c'est aussi un discours d'ailleurs porté par certaines féministes, c'est que les juges sont arrivés, ils ont accusé toutes les femmes de la région et ils ont cherché à savoir exactement où étaient tous ces sorciers et ces sorcières. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les juges arrivent dans une région pour juger des procès de sorcellerie, eh bien, les sorciers et sorcières sont déjà en prison. Ils sont déjà en prison parce qu'ils ont été dénoncés, souvent, par d'autres personnes de la communauté. C'est-à-dire que, en gros, et on le sait maintenant par les procédures qu'on a pu retrouver, en fait, c'est souvent la délation, c'est souvent le bruit commun, comme on disait, la renommée, qui va faire dire que certaines personnes sont sorciers ou sorcières. On les emprisonne et à ce moment-là,
Et c'est ce qui se passe ici au Pays Basque à partir de 1605, notamment autour de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Il y a plusieurs affaires qui vont naître à cette époque. On va emprisonner donc des gens. On va demander d'ailleurs une première fois que des parlementaires de Bordeaux viennent voir ce qui se passe. Ces parlementaires vont repartir parce qu'ils trouvent que ce n'est pas exceptionnel. Et puis, en 1609, alors là, il va y avoir un regroupement des communautés de Cibourg, Urugne et Andaille qui vont demander carrément que le roi, il s'adresse au roi, que le roi envoie 2 parlementaires pour s'occuper de ces sorciers et sorcières, mais avec quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de juger jusqu'à condamnation à mort. Ce qui théoriquement n'était pas prévu au départ dans les procédures, puisqu'il y avait toujours une possibilité d'appel, justement d'appel au Parlement de Bordeaux. Mais là, les communautés, pourquoi elles demandent ça? Eh bien, tout simplement parce qu'elles veulent que ça soit rapide et elles veulent surtout que ça leur coûte moins d'argent. Parce que s'il devait y avoir appel à Bordeaux, ce sont les communautés qui allaient payer les frais de transport, les frais de prison, les frais de jugement qui se passaient à Bordeaux en appel. Donc ils veulent que, pour des raisons essentiellement économiques, c'est bien écrit dans les textes, ils veulent que ces sorcières soient jugées sur place jusqu'à condamnation à mort. Et donc on va voir arriver ces 2 parlementaires, dont un, paradoxalement, est d'une origine lointaine basque d'ailleurs, puisque Pierre de l'Ancre la famille s'appelle de Rostegui, et est originaire de Juxou, donc à Rostegui, mais il a coupé, ça fait 4 générations que la famille est plutôt dans la région bordelaise, qu'elle a eu une ascension sociale pour l'amener jusqu'au Parlement de Bordeaux, et donc il n'a plus aucune culture basque, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la culture, et en fait il va écrire ce livre qui s'appelle « Le tableau de l'inconstance des mauvais anges et des démons », où il va quelque part raconter son action au Pays Basque, raconter pour les 2, parce qu'en fait, on a toujours considéré, enfin souvent considéré, que Pierre de l'Ancre avait agi tout seul, mais en fait, Jean d'Espagnet, qui était le président du Parlement, un des présidents du Parlement de Bordeaux, a été présent partout, pratiquement pendant toute la mission qu'on leur a donnée, sauf quelques jours qu'il était allé passer à Andaille pour s'occuper des problèmes de frontières entre l'Espagne et la France. Donc ces 2 juges vont arriver là, on va leur dire, il y a des gens qui sont emprisonnés, donc ils vont bien sûr les interroger, et à partir de ce moment-là, va se mettre en place une 2e étape qui est celle de ce qu'on a appelé les épidémies de sorcellerie, mais qui sont en fait des épidémies d'accusation. C'est-à-dire que quand les juges se retrouvent devant les accusés, ils vont faire usage parfois de la torture, assez souvent même, certainement. Pourquoi? Pour avoir les noms des coreligionnaires, des sectaires de la secte du démon, puisque à cette époque-là, il faut savoir quand même que toute la société des classes les plus hautes aux classes les plus basses sont persuadées d'une part de la réalité de la sorcellerie, de la réalité du sabbat, c'est-à-dire de l'envol nocturne, et aussi de la réalité de la présence du diable partout dans le monde. Et en fait, ces juges sont, comme tous les autres juges qui, depuis le XVe jusqu'au XVIIe, vont juger des affaires de sorcellerie, ces juges sont persuadés qu'il y a en quelque sorte un complot. On parle beaucoup de théorie du complot actuellement, mais la théorie du complot, elle existait déjà à l'époque. Et ce complot, c'est le complot du démon, du diable, de Satan, avec la secte qui va l'entourer. Et cette secte, eh bien, elle est en fait constituée de n'importe qui dans la société. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire maintenant, notamment dans les milieux féministes, qu'il n'y avait que des guérisseuses ou des sages-femmes qui étaient accusées de sorcellerie. Et quand on a accès aux dépositions, aux interrogatoires, aux pièces de procédure de ces procès de sorcellerie, eh bien, on se rend compte que c'était tout un chacun qui pouvait être accusé par son voisin,
pour des raisons diverses et variées, des raisons de jalousie, des raisons de conflits familiaux, des raisons de position dans la communauté. Eh bien, n'importe qui pouvait être accusé de sorcellerie, puisque, de toute façon, il n'y avait aucune preuve tangible que les sorcières pouvaient exister. On n'a jamais trouvé un sabbat en train de fonctionner, de faire un flagrant délit sabbatique, par exemple. On n'a jamais trouvé véritablement de poison ou de potion qui permettait de passer par la cheminée ou par les fenêtres. Donc voilà, la seule preuve que les gens avaient à l'époque et que les juges avaient, c'était la fameuse marque du diable, qui était cette marque qu'on recherchait un peu partout sur le corps des accusés et qui était une marque d'insensibilité, souvent d'ailleurs qui ne donnait pas de sang, quand on mettait une épingle dans le corps de ces personnes-là. Et donc, c'était la seule preuve physique, en quelque sorte, que les gens étaient des affidés, qu'ils avaient passé un pacte avec Satan. Donc, vous voyez, ça dépasse largement le cadre du Pays basque, sauf que, pour ces procès de sorcellerie du Labour, toutes les informations judiciaires, toutes les pièces des procès ont disparu dans l'incendie du Parlement de Bordeaux au début du XVIIIe siècle. Pierre Delancre les avait ramenés avec lui, ce qui lui a permis d'écrire son livre, Le tableau de l'inconstance des mauvais anges et des démons, mais en définitive, on ne sait pas exactement. Et tout ce qu'on a réside dans cet ouvrage du tableau de l'inconstance, et les gens ont glosé à partir de ce qu'ils ont lu dans ce tableau. Sauf qu'ils n'ont pas lu ce livre. Quand on n'a une seule source, eh bien, il faut la critiquer. Il faut aller voir ce qu'elle nous dit essentiellement. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de cerner, d'une part, le personnage de Pierre Delancre à travers ce qu'il écrit, et non seulement ce qu'il écrit sur les sorcières basques, mais ce qu'il écrit aussi de sa culture, de sa foi, de sa connaissance du domaine judiciaire en matière de sorcellerie. Tout ça que beaucoup n'avaient pas, ce travail que beaucoup n'avaient pas fait parce que, eh bien, on essaie surtout, enfin, les derniers écrits qui ont été faits autour de ces procès de sorcellerie s'en sont tenus essentiellement à ce qui pouvait être croustillant, ce qui touchait la sexualité, par exemple, alors que la sexualité existe dans tous les ouvrages de démonologie, hein, donc de tous ces juges qui ont jugé les procès de sorcellerie depuis le XVe siècle, parce que c'est un des aspects évidents du contenu de ces procédures. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un travail vraiment d'historien, d'aller jusqu'à ce que j'appelle mythe et réalité des sorcières basques, et d'essayer aussi, au travers de l'analyse de toute la littérature qui s'est écrite sur ces procès depuis le XVIIe siècle, d'essayer de voir quelles sont les étapes qui ont fait que maintenant, ces procès ont une identité basque pour certaines personnes, alors que, normalement, elles n'ont rien à voir avec une histoire du Pays basque en tant que telle.